Dauphin, matelas Dauphin, la force du fabricant. Maison Adam. Rehaussez votre ambiance à la maison avec Maison Adam. Obtenez jusqu'à 35 % de rabais sur des produits Bose bien réputés comme le haut-parleur Bluetooth Revolve et la barre de son Soundbar 900. Maison Adam vous offre un service personnalisé en ligne, par téléphone et en magasin avec la livraison gratuite et le meilleur prix garanti. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie. Walmart est l'endroit numéro 1 pour économiser sur l'épicerie. Économisez 2,53 $ sur un emballage de 170 grammes de framboises fraîches, maintenant 1,44 $, et économisez 50 cents sur un emballage de 2 kg de sucre Red Path, maintenant 2,27 $ chez Walmart. L'élevage familial Tydex Labrador a une portée de chiots blonds prêts à adopter à la fin du mois de mars. Nos chiots sont garantis, enregistrés et vaccinés, et nos petits labradors chocolat seront prêts à adopter à la mi-mai. Réservez sur la page Facebook de Tydex Labrador ou au 88 508 95 24. Vous êtes un amateur de sport nautique? Nordic Sport a ce qu'il vous faut. Découvrez toute une gamme d'embarcations Legend, de la chaloupe jusqu'au ponton et profitez des conseils de nos experts. Passez nous voir à Saint-Apollinaire ou visitez notre kiosque lors du Salon du bateau du 16 au 19 mars prochain au Centre de foire d'Exposité. Nordic Sport, votre concessionnaire de bateaux Legend, moteur Mercury, Yamaha, Polaris, Honda, Steel et Husqvarna dans Chaudière-Appalaches à 15 minutes des ponts. 356 rue Laurier, Saint-Apollinaire, nordicsport.com. Gros week-end chez Cécile et Ramon. Vendredi soir, la formation Living the Dream rend hommage à Dream Theater. Et samedi soir, place à l'hommage à Deep Purple. Où ça? Chez Cécile et Ramon. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Killer now claims to have murdered 22 people across the country. Tonight in Northumberland County with a story that continues to capture national attention. Miranda now claims she was part of a satanic cult and killed more than 20 people. Miranda, did you really kill 22 people? Story of the alleged Craigslist thrill killers in Northumberland County is getting even more bizarre. One of the suspects accused of stabbing a man to death in Sunbury told a newspaper reporter she's killed before. She's a petite, baby-faced teen, now claiming to be one of the country's deadliest serial killers. Miranda Barbour n'a que 19 ans. Elle a été arrêtée et écrouée pour un meurtre commis aux États-Unis en Pennsylvanie en novembre. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bonsoir Christian, j'étais justement en train de googler le visage de Miranda Barbour et son visage me dit quelque chose. On est dans une actualité quand même assez récente, hein? Oui, effectivement. Donc, on parle ici d'un crime commis en 2013 avec des procès qui se sont étirés jusqu'en 2015. Donc, effectivement, c'est assez frais dans la mémoire des gens qui s'intéressent à ce genre d'actualité. C'est l'histoire de Miranda Barbour, dont on a entendu j'ai fait un montage de quelques clips audio, télé qui avaient été présentés dans les nouvelles. Donc, on a l'histoire d'une jeune femme accusée de meurtre et qui va révéler, alors qu'elle est détenue par les policiers, qu'elle n'en est pas à sa première tentative. Et là, on cite le chiffre de 22, mais ça, 22, c'est le chiffre où elle a arrêté de compter, qu'elle dit. Hein? Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y en a combien de revendiqués versus la réalité? Donc, elle dit, voilà, j'ai assassiné, quand elle va rencontrer les journalistes pour parler de cette histoire-là, elle va dire... J'en ai tué plusieurs. Et aux journalistes qui lui posent la question, mais combien? Elle répond, j'ai arrêté de compter à partir de 22. Donc,
dépendamment des récits qu'elle va faire et dépendamment des extrapolations de la presse, on va parler entre 22 et peut-être 100 victimes. Si ces crimes sont avérés, ben évidemment, ça ferait d'elle la tueuse en série la plus prolifique de l'histoire. Et c'est une des rares fois qu'on parle d'une femme tueuse en série à l'émission. Et on dirait que j'ai comme un préjugé face à ça. OK? Je te l'envoie comme ça parce que quand on cherche Miranda Barbour, on se rend compte qu'elle a épousé un homme aussi en 2013. Est-ce qu'il fait partie des victimes, Christian? Non, il fait partie en fait, il fait partie du crime. Hein, il a participé au crime. Ah, c'est un complice! Ouais, c'est un complice. Donc, ici, on a un couple tueur, quoique au tribunal, il va se révéler que c'est visiblement Miranda qui était la leader des deux. Alors ça aurait été facile d'aller récolter de l'assurance vie. Là, c'était ça mon préjugé. Oui, mais c'est vrai que dans l'histoire des tueurs en série, c'est pas la première fois qu'on a des couples tueurs en série. On en a déjà même parlé ici à l'émission. Mais généralement, la femme est plutôt instrumentalisée dans le crime. Hein. Il y a l'homme qui est le leader et la femme le suit aveuglément. Et là, on a des crimes célèbres. On pense au West, par exemple, en Angleterre. On pense aux crimes des Moors qui se sont produits en Angleterre également, mais dans les années 50. Bon, il y a plein de crimes qui ont été commis où on était en couple, mais l'homme était le leader. Ici, dans le cas du meurtre Barbour, c'est davantage c'est Miranda qui semble tirer les ficelles dans cette histoire-là. C'est vrai que son chum, hein, qui s'appelle Elliot, là, même si Elliot a une curieuse orthographe, là, c'est E-L-Y-E-T-T-E, là, ça s'écrit comme Elliot, là, ouais. Ça se prononce Elliot. Okay. Elliot est... Pour utiliser une expression, c'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Là, je veux dire, quand on regarde les entrevues qu'il a données dans les médias, on regarde les minutes du procès, les minutes de l'interrogatoire avec les services de police, c'est comme, c'était pas le gars qui avait inventé les boutons à 4 trous. Mais enfin, cette histoire-là, elle est particulière parce que, tu vas le voir, elle est pleine de rebondissements. On y retrouve à peu près de tout, de la possession diabolique, on y retrouve des sectes sataniques, on y retrouve des aveux de crimes et des aveux des corps démembrés dont les restes auraient été un peu éparpillés aux États-Unis. My God! Et on peut essayer de se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai et où s'arrête la fiction et où se mélange la réalité? J'ai vu la peau du sexe aussi. Ah ouais, bien sûr. Hein, ça va jouer dans notre histoire. Alors, écoute, on va débuter immédiatement par l'actualité même du crime. Hein. On est le 12 novembre 2013 à ce moment-là. On est en fin de matinée, il est à peu près 11 heures le matin. La police de Sunbury, en Pennsylvanie, est informée de la découverte d'un corps tout près dans un petit lotissement de maisons un peu vieillotte avec une ruelle. Donc, on a retenu un dépassant, une dame en fait qui promenait son chien, a trouvé le cadavre de cet homme. Puis on parle d'un solide gaillard là. Hein. Quand les policiers arrivent sur place, ils voient un homme étendu face contre terre. Ses vêtements sont en sang, mais on parle d'un individu qui fait quand même 6 pieds 2 et qui pèse 260 livres. C'est un solide gaillard. Une bonne pièce d'homme. Et donc à ce moment-là, on le retourne. On voit que sa chemise est maculée de sang. Visiblement, il a été frappé à maintes reprises par un couteau, une arme blanche. Et en fouillant le type en question, on va retrouver sur lui des papiers, un portefeuille, son téléphone portable, et assez rapidement, on réussit à identifier l'individu comme étant Troy LaFerrera. C'est un habitant de Port Trevorton. Port Trevorton, ça se trouve à peu près à un quart d'heure de route de Sunbury où le corps a été trouvé. Donc, on est un peu au sud, mais c'est vraiment le village d'à côté. Et donc, le type est là, on peut l'identifier. Une rapide vérification dans les services, dans les archives de la police ne permettent pas de le lier à quelque crime que ce soit. Donc, et on comprend pas non plus ce qu'il faisait là, mais bon, on remarque que c'est quand même la localité voisine. Alors là, les policiers commencent à enquêter. Comme son téléphone portable, on se dit, on pourrait certainement trouver de l'information intéressante, mais comme malheureusement c'est souvent le cas, le portable en question est verrouillé. Donc, il va falloir davantage de travail du côté des policiers pour déverrouiller l'appareil et également avoir accès par mandat aux activités en ligne, aux activités téléphoniques de la victime pour essayer de savoir ce qu'il a fait. Parce que généralement,
ont réussi, les policiers, 9 fois sur 10, ont réussi à remonter la piste du crime en vérifiant les activités des dernières 24 heures de la victime. Et évidemment, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'a fait Monsieur Troy LaFerrera dans les 24 heures qui ont précédé sa mort? Et là, donc, éventuellement, on va déverrouiller le téléphone, on a accès à son téléphone, on a accès également à ses activités en ligne, et là, on va découvrir que ce monsieur LaFerrera mène une double vie. En fait, il est marié depuis plusieurs années, il vit une vie tout à fait paisible à Port Trevorton, mais en fouillant dans ses données de téléphone, ses activités sur le web, on découvre que c'est un individu qui est très attiré par la pornographie. Il passe énormément d'heures sur des sites plutôt coquins, et il fait également appel aux prostituées. Il est un consommateur. Il a même loué à Sunbury, et là voilà qu'on va se rapprocher du crime, il a loué à Sunbury un petit appartement, une garçonnière, dans laquelle il invite des prostituées. Et là, comme son corps a été retrouvé à Sunbury, il est maculé de sang, on se dit, est-ce que éventuellement il n'y aurait pas eu une altercation entre lui, un souteneur ou une prostituée qui aurait mal tourné, qui serait peut-être la raison du crime? Donc on continue de fouiller dans ces trucs, et on découvre que le soir de son meurtre, en fait, parce on retrouve le corps le 12 novembre, mais le médecin légiste conclut que l'individu est mort à peu près depuis 12 heures, ce qui nous amène dans la soirée du 11 novembre. Or, quand on fouille ses activités pour le 11 novembre, on découvre que le dernier numéro de téléphone qu'il a composé est un numéro de téléphone de Sunbury. C'est le numéro est listé comme étant celui de Elliot Barber. Okay. Et c'est un jeune homme de 22 ans. Donc, les policiers continuent leur enquête et découvrent en fait que même si le numéro de téléphone est lié à Elliot Barber, on découvre que c'est surtout sa copine, sa femme, son épouse d'ailleurs de 3 semaines, ils sont mariés depuis 3 semaines, Miranda Barber, qui utilise ce téléphone. Donc, de facto, tu comprends que les policiers se disent, voilà une personne d'intérêt, puisque la dernière personne à qui apparemment la victime a parlé avant d'être assassinée, c'est cette Miranda Barber. Et c'est vrai que les policiers ont raison de s'inquiéter parce que Miranda Barber et en soi, elle est un numéro. Elle est née, elle a 19 ans. Elle est née Miranda Dean. Elle est née le 14 décembre 1994 à North Pole. On est en Alaska. On n'est pas forcément au pôle Nord, mais quand tu es en Alaska, tu es déjà assez proche du pôle Nord. Assez, oui. Donc, à l'âge de 30... Et là, quand on commence à fouiller dans sa biographie, on va découvrir, les policiers ne le savent pas encore, mais c'est des trucs qui vont sortir dans la presse au fur et à mesure où l'investigation va être menée. À l'âge de 3 ans, elle a été abusée sexuellement par l'un de ses oncles. Elle avait 3 ou 4 ans au moment de ses agressions. Elle avait une sœur qui était un peu plus âgée, qui avait comme 7 ans, qui elle aussi a été abusée. L'oncle en question a été arrêté, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur des enfants. Il a été condamné à 14 ans de prison, mais il a été libéré après 5 ans. Donc, on a déjà là, on voit en quelque part, j'allais dire, une famille dysfonctionnelle. C'est pas tout à fait vrai, mais on voit qu'il y a des hauts et des bas, et c'est pas nécessairement la famille qui file de manière parfaite. Immédiatement après cette histoire d'agression et la condamnation de l'oncle en question, la famille Dean, incluant bien sûr Miranda, vont déménager dans un petit village inuit, en fait, une communauté qui est surtout composée d'Autochtones, qui s'appelle Matashuka Suchnetka. Bon, demande-moi pas de te le reprononcer une deuxième fois. Ben, tu l'as bien eu. Oui, j'ai bien eu du premier coup. Donc, ça se trouve là aussi en Alaska. On est un peu au sud de North Pole, mais on est quand même dans la même région à peu près. Donc, la famille va s'installer là. Et les premières années se passent plutôt bien. Et puis, arrive vers l'âge de 12-13 ans, l'adolescence. Donc, Miranda devient à ce moment-là de plus en plus chaotique dans ses comportements.
Et là, elle va raconter à ses copines de classe, elle va leur raconter également à ses parents, et elle va éventuellement le raconter aux médias et au tribunal au moment des procès, tout ça. Elle dit qu'à l'âge de 12-13 ans, elle a rencontré un groupe d'adorateurs du diable et que ce groupe en question, qui était composé d'une dizaine de membres, était dirigé par un homme qui était au début de la vingtaine, donc il avait 2 fois son âge, qu'elle appelle Forrest. Elle ne sait pas c'était quoi son nom de famille. Tout le monde l'appelait Forrest. C'est lui qui était le leader du groupe. Et là, au sein de cette communauté d'adorateurs du diable, elle va raconter éventuellement qu'elle va devenir un peu la favorite du leader du groupe, qui va également l'utiliser comme prostituée pour rapporter de l'argent dans le groupe. Et on parle ici de prostitution infantile, tu l'auras bien compris. Donc, elle agit, elle, comme prostituée, et le leader du groupe, ce fameux Forrest, devient finalement son souteneur. Elle va raconter aussi qu'à cette époque, elle serait tombée enceinte, visiblement, de ce fameux Forrest, et elle va plus tard raconter que lorsque la grossesse a commencé à poser questions, à poser problème, pour éviter que les membres du groupe attirent sur eux l'attention des services de police, parce qu'elle avait que 12 ans à ce moment-là. Eh, Mike, excusez, j'ai un frisson de malaise. Donc, le groupe ont décidé apparemment de l'avorter. Donc, elle raconte, ils m'ont amené dans une pièce, j'ai été attaché sur un lit, et ensuite on a fait appel à une femme sage-femme apparemment, et puis on lui aurait fait un avortement là, maison, si je puis dire. Ouais. Elle va raconter ça à ses parents, elle va dans les jours qui vont suivre, elle va raconter ça à ses parents, et on va découvrir sa mère évidemment va l'amener rapidement chez le médecin, mais le médecin lui va en fait contester cette affirmation-là. Il ne trouve aucune trace d'un quelconque avortement, et il n'y a non plus aucune trace que la jeune Miranda a été enceinte de quelque façon que ce soit. Donc, on commence à se poser des questions. Dans quelle mesure est-ce qu'elle essaie de manipuler des gens ou elle raconte des histoires? Et donc, à partir de là, elle devient de plus en plus chaotique. Elle va commencer à multiplier les fugues. Elle s'adonne à la consommation de drogue et elle fait rapidement, elle va vite crescendo. Là. Elle commence par du cannabis et rapidement on pense à la cocaïne, les méthamphétamines, l'héroïne, etc. Et éventuellement, ses comportements deviennent tellement problématique qu'on la chasse de l'école, parce que bien souvent elle sèche ses cours, ou quand elle va à l'école, elle est elle-même agressive, elle s'en prend à des collègues de classe, elle est l'instigateur de gestes violents, et là donc ses parents décident éventuellement de l'envoyer dans un séjour qui est à la fois un centre de désintoxication, mais également un centre pour une prise en charge. Jeunesse un peu. Des jeunes qui ont des problèmes de comportement. C'est le North Star Behavioral Center qui se trouve à Anchorage. Elle est placée là et justement pour la sevrer de ses drogues et pour évaluer ses problèmes de comportement. Elle va faire plusieurs allers-retours. Elle est pas mise là de manière soutenue ou permanente, mais elle fait plusieurs allers-retours et ce jusque là. Et là, au moment où on se parle, elle fait ses premières visites. Elle est âgée à peu près de 15 ans et à 17 ans, elle va tomber encore une fois enceinte. Donc là, les parents sont un peu dévastés. Et là, cette fois-là, il n'y a aucun doute qu'elle est bel et bien enceinte. Elle dit ne pas savoir qui est le père. Elle va raconter aussi à un moment donné une histoire que le père serait décédé. Mais bref, ça devient un peu difficile de déterminer. Avec une future tueuse en série, peut-être qui est décédée pour ça se peut qu'il soit mort. Tu sais, fait que, mais là, alors, à ce moment-là, zéro, là. Ouais, donc à ce moment-là, ses parents, au même moment, les parents aussi vivent des moments difficiles et les parents vont se divorcer. Le père va aller s'installer du côté du Texas et à ce même moment, Miranda, qui est une jeune fille excessivement troublée, qui consomme, même au moment où elle a fait ses fameux séjours dans son centre de désintoxication, les médecins lui ont diagnostiqué des comportements schizophréniques. Donc, elle a des troubles mentaux qui sont très clairs et qui s'enchaînent par des comportements tout à fait erratiques. Et là, elle va déposer
proposer, comme elle fait ses fameuses visites au centre et qu'elle est suivie par des travailleurs sociaux, elle va dire qu'elle est incapable de vivre chez elle, que sa mère, elle et sa mère ne s'entendent pas, et éventuellement, les services sociaux vont se mêler de l'affaire et vont décider d'envoyer la jeune Miranda chez un autre de ses oncles, un dénommé Arlen Fletcher et sa femme, Luria, qui vivent en Caroline du Nord. Et à ce moment-là, tout est parfait. Ça semble plaire à la fois à l'oncle et la tante qui sont prêts à accueillir Miranda chez eux. Et de leur côté, la mère est tout à fait d'accord avec cette prise en charge de sa fille par les oncles. Et Miranda, elle aussi, semble très heureuse par ce choix. Donc, elle va déménager, elle va quitter l'Alaska, le froid de l'Alaska pour aller en Caroline du Nord. Et alors qu'elle est en Caroline du Nord, tu te rappelles que je t'ai dit qu'elle était enceinte, et donc c'est chez ses oncles qu'elle va accoucher éventuellement d'une fille qui s'appelle Aria. Donc, elle se présente comme une assez bonne mère à ce moment-là, même si elle a des comportements tout à fait erratiques. Et puis, les affaires vont aller un peu crescendo. Elle va faire la connaissance de celui qui va devenir son mari, hein, Elliot Barber. Elle va le rencontrer. Lui, il est déjà à ce moment-là, il est un peu plus vieux qu'elle. Il a 2 ans de plus qu'elle. Mais lui, il est déjà en couple avec une autre jeune femme qui est enceinte. Mais bon... L'amour se partage. Ah, l'amour se partage. Fait que finalement, il va laisser tomber sa promise du moment qui est enceinte, puis il va commencer à fréquenter Miranda. Et là, donc, ensemble, ils vont partager toutes sortes d'expériences personnelles. Miranda va découvrir chez Elliot une passion, un intérêt soutenu pour l'occultisme, le mystérieux, le paranormal, et elle va donc l'initier au satanisme, ce qu'elle a appris auprès de cette fameuse secte qu'elle a côtoyée en Alaska. Donc, ensemble, ils vont former un peu un duo satanique qui va à la fois de l'écoute de musique heavy metal à des lectures, la Bible satanique et tout le reste. Donc, ils se plongent dans cet univers-là un peu occulte. Et donc, c'est à peu près le tableau de la jeune femme à ce moment-là. Et là, tu comprends donc que les policiers, en consultant les activités en ligne de notre fameuse victime, le Troy Ferreira, on découvre effectivement que, comme je l'ai mentionné, qu'il fréquente énormément les sites pornographiques, il fait appel à des prostituées. Et en vérifiant ces activités en ligne, on découvre que quelques jours avant d'être assassiné, le fameux Troy en question a répondu à une petite annonce sur un site qui s'appelle Craigslist, et c'est un site de rencontres sexuelles. Okay. Et dans ses activités, on voit qu'il a répondu à une annonce pour un service d'escorte, et l'escorte en question s'appelle Miranda Barber. Donc, on voit que à deux reprises, le nom de Miranda vient de popper, là. Elle est la dernière personne à qui il a apparemment parlé au téléphone. Il a également répondu à une annonce sur un site de rencontre qui avait été visiblement mise en ligne par Miranda. Donc, les policiers décident qu'il est temps d'interroger la fameuse Miranda. Et elle habite aussi, il faut quand même le dire, elle habite Sunbury, là où le corps a été trouvé. Donc, on a toutes sortes d'éléments. Lorsque les policiers, donc, vont demander à Miranda de se présenter au poste, elle a 19 ans à ce moment-là. Lorsque les policiers l'interrogent à propos de ses activités, elle dit qu'elle n'est pas au courant de ce type, elle l'a jamais rencontré, et elle reconnaît, lorsque les policiers la mettent devant le fait qu'il a répondu à une annonce où elle s'offrait comme escorte, elle répond aux policiers que c'est vrai qu'elle s'offre comme escorte, mais et qu'elle est payée pour ce travail-là entre 50 et 800 $ de l'heure, et elle dit par contre que son travail d'escorte n'inclut pas de services sexuels. Donc apparemment des hommes la paient pour la rencontrer et discuter avec elle. OK. Entre 50 et 800 $ de l'heure, je serais quand même prête à mettre ça un peu en doute, quoique ça existe. Ouais, mais moi, 800 $ pour ma thérapeute, ça se déshabille pas. Je pense que je reconsidérerais l'offre. Je pense que je me suis fait fourrer, là. Hein? Ouais, tu sais, à un moment donné, tu dis, là, je fais bien, mais à ce prix-là, enlève quelque chose, enlève tes bas. Donc,
Et donc, quand il discute avec elle, bon, elle raconte ça. Évidemment, les policiers n'en croient pas un traître mot. Là. Je veux dire, pas personne qui va payer 800$ de l'heure pour une femme, pour la rencontrer dans un motel, une chambre de motel pour discuter avec elle. Bon, à un moment donné, faut pas exagérer. Mais elle continue de maintenir sa version. Elle dit que quand on la met devant le fait que c'est vrai que LaFerrara a répondu à son annonce, là, elle semble sortir des nues. Elle dit, c'est lui, moi, je l'ai jamais, son nom, je le connaissais pas, je l'ai jamais vu. Puis là, elle raconte qu'effectivement, il s'était donné rendez-vous en question pour se retrouver à la sortie d'un centre commercial de Sunbury dans la soirée du 11, mais que l'homme en question ne s'est pas présenté. Et elle dit d'ailleurs que le 11, elle s'en souvient très bien ce qu'elle a fait parce que ça correspondait non seulement à leur 3e semaine d'anniversaire de mariage avec son mari, Elliot, mais elle dit aussi que ce soir-là, elle et Elliot sont allés c'était également l'anniversaire de son mari et qu'ils se sont rendus ce soir-là dans un bar de danseuses nues et qu'ils ont passé une grande partie de la soirée dans le bar en question. Okay. Donc, les policiers vérifient cet alibi et effectivement, on se rappelle dans le bar que le couple Barber a passé une partie de la soirée sur place. Donc, les policiers la laissent partir. On n'a pas de raison de la garder. Son histoire semble un peu cousue de fil blanc, mais pour l'instant, on n'a rien de plus et elle nie catégoriquement avoir eu affaire avec cet individu. Donc, les policiers continuent leur investigation et puis éventuellement, on va retrouver, parce qu'il faut quand même le dire, le Sunbury n'est pas une très, très grande ville, non? On va vite retrouver la voiture du fameux Troy LaFerrara et elle est restée stationnée dans le parking devant un restaurant Denny's, donc un restaurant très populaire aux États-Unis qui est ouvert 24 heures sur 24. Et il y a une caméra qui filme sur le stationnement. Évidemment. Il y en a partout maintenant. On peut filmer n'importe quoi. La seule affaire qu'on n'arrive pas à filmer correctement, c'est des ovnis, des fantômes. Mais des voitures, des assauts, de tout ça. Fait qu'on consulte les bandes vidéo et effectivement, pour la soirée du 11 novembre, on voit le fameux Troy LaFerrara qui arrive avec sa voiture. Il se stationne aux côtés d'un autre véhicule. C'est trop éloigné dans le stationnement pour déterminer le numéro de la plaque, mais il est clair que le véhicule ressemble à une petite camionnette, un SUV ou quelque chose du genre. On voit sur la bande vidéo le fameux Troy qui sort de son véhicule. Il est facilement reconnaissable. C'est un bonhomme de entre 250 et 300 livres et 6 pieds 2. Là. On voit le bonhomme, littéralement un géant, sortir de sa voiture. Il entre dans le petit, appelons-le le SUV. Il entre dans le SUV. Il s'installe du côté passager. Le SUV recule et quitte. Donc, les policiers comprennent maintenant qu'il y a eu un transfert, que le fameux Troy LaFerrara est passé de sa voiture à ce SUV. Mais comme de l'autre côté de la rue, il y a un Walmart, on se dit, on va peut-être pouvoir suivre où va le véhicule en question. Donc, avec l'autre caméra. Avec les autres caméras. Et coup de chance incroyable, non seulement on voit le véhicule quitter le stationnement du Denny's, mais à peu près 1 heure après, on le voit revenir à nouveau au Walmart. Donc les policiers sont intrigués et on regarde les bandes. Le fameux véhicule revient, se stationne dans la cour du Walmart et là on voit un homme qui sort du SUV. Là, à ce moment-là, on peut déterminer que c'est un Honda SUV. On reconnaît le même véhicule dans lequel est monté le fameux Troy LaFerrara. Et là, l'homme qui sort du véhicule n'est clairement pas le fameux Troy. Il s'agit d'un homme plutôt de petite taille, hein. On parle de 5 pieds 5, 5 pieds 6, assez petit, qui débarque de la camionnette, du SUV, et on le voit entrer dans le Walmart. Donc les policiers passent aux caméras intérieures, et là on peut suivre l'individu en question, on le voit se promener dans les allées, il prend des produits, et il se présente à la caisse, et la caméra au-dessus de la caisse nous montre une vue plongeante, et les policiers reconnaissent l'homme en question. C'est le fameux Elliot Barber, donc l'époux de Miranda, et il achète toutes sortes de produits, des gants de caoutchouc, il achète des sacs à ordures, des produits de nettoyage, eau de javel, tout ce que tu voudras. Bon, évidemment, tu me diras que ce n'est pas criminel. Ben non, c'est juste une grosse période de ménage. Ben ouais, c'est donc tardive le soir comme ça, là. Une bulle.
Ben, exactement. Acheter du Monsieur Net à 1h du matin, tout le monde fait ça. Avec la corde. Avec la corde, des gants de coach. On a tout fait ça, voyons donc. Donc, comme il y a rien, évidemment, c'est pas illégal, mais il faut quand même le dire que, comme coïncidence, c'est plutôt incriminant. Donc, les policiers vont à nouveau aller interroger, ils vont demander à Miranda de revenir au poste le lendemain. Elle retourne au poste, et on lui dit simplement qu'on veut avoir un surplus d'informations. Donc, elle s'en tient, bien sûr, à sa première version. Donc, elle dit, voilà, j'ai rencontré ce type, il a répondu à mon annonce, puis il s'est pas présenté, puis bon, il est allé au bar de danseuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et là, les policiers commencent à lui dire que ils ont eu accès à ses communications téléphoniques. Ils voudraient prendre les informations du téléphone de portable de Miranda. Et là, à ce moment-là, elle commence à paniquer, elle commence à s'énerver. En fait, je dois t'avouer, j'ai vu la bande vidéo de l'enregistrement. Elle fait plus que, elle fait pas rien que s'énerver. Elle pète sa coche. OK, elle pète un câble. Elle pète sa coche, elle se lève, puis elle sort. Évidemment, elle n'est pas en état d'arrestation, elle a le droit de quitter, mais c'est rare que quelqu'un va quitter spontanément, comme ça, elle se met à crier après les policiers, elle se lève, puis elle sort, puis là, les policiers la rejoignent dans le corridor, là, on la voit plus à l'image, mais on l'entend crier, là, elle est vraiment en pétard, là. Probablement qu'à ce moment-là, bon, la bande arrête à ce moment-là, mais les policiers lui ont probablement dit que si elle ne donnait pas son téléphone, que eux allaient obtenir un mandat pour avoir accès à tous ces appels téléphoniques. Néanmoins, elle quitte le poste, mais elle va revenir le même jour. Elle revient de son propre chef, alors que les policiers en sont à essayer d'obtenir un mandat pour avoir accès à ses données téléphoniques. Elle va revenir au poste. Et là, elle avoue finalement aux policiers que oui, elle a rencontré Troy LaFerrera. Elle l'a rencontré le fameux soir du 11 novembre. Il s'était donné rendez-vous justement dans le stationnement du restaurant Denise. Et elle dit que il est monté à bord de sa voiture, qui est la camionnette de son chum, de son mari. Il est monté à bord de la voiture. Et là, elle dit, c'était clair entre moi et Monsieur LaFerrera que mes services d'escorte n'incluaient pas des services sexuels, mais visiblement, lui a pas pris ça de cette façon-là. Et il a commencé à avoir une altercation. Elle va raconter une histoire qui est, bon, je le dis parce qu'elle l'a dit, mais bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Elle a dit à un moment donné que pour essayer de refroidir Monsieur LaFerrera, elle lui a dit qu'elle n'avait que 16 ans. Puis bon, elle a 19 ans, mais c'est vrai que, comme on l'a entendu d'ailleurs dans les bandes annonces au début de l'émission, un journaliste dit babyface, c'est vrai qu'elle a de l'air d'une petite adolescente. Donc, elle dit à LaFerrera, elle va dire aux policiers, j'ai dit à Monsieur LaFerrera que je n'avais que 16 ans et que lui, c'est un homme de 42 ans, donc il aurait dû comprendre. Elle dit, je lui ai dit ça en espérant le décourager, mais ça a pas changé. Monsieur LaFerrera, apparemment, lui, qu'elle ait 16 ans ou qu'elle en ait 19, ça change rien pour lui. Donc, elle dit, il s'est jeté sur moi, il a essayé de me toucher, et à ce moment-là, je me suis débattu, il a essayé de m'étrangler. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait un couteau dans la voiture, j'ai pris le couteau et je l'ai poignardé. Parce que je l'ai poignardé jusqu'à temps qu'il arrête de bouger. Éventuellement, le rapport d'autopsie va déterminer qu'il a été poignardé plus d'une 20aine de fois. Donc, elle dit, voilà ce qui s'est produit. Et une fois qu'il était mort, elle dit, il était pas mort. Je suis rentré dans une petite allée. Puis là, j'ai ouvert la porte. Il est descendu lui-même de la voiture. Il était visiblement agonisant. Puis elle dit, je suis parti. Et bon, puis éventuellement, on va le retrouver là, le lendemain sur ce lot là, dans cette ruelle. OK. L'histoire qu'elle raconte, encore une fois, ça tient pas vraiment la route. Si les policiers regardent ça, d'autant plus que le médecin légiste a noté ce qu'elle ne dit pas dans son témoignage. Elle dit, j'ai frappé Monsieur LaFerrera à coups de couteau, mais elle ne parle pas que d'autres choses, d'autres types d'agressions, alors que le médecin légiste... Je te retiens parce que je veux qu'on revienne sur quelque chose aussi après la pause. On n'a pas choisi de faire une pause encore aujourd'hui puisqu'on en a beaucoup. Okay. Je veux revenir sur le fait aussi que la police a exigé son téléphone et qu'elle est revenue après. Ça veut dire qu'il y avait peut-être des affaires là, qu'elle a voulu faire le ménage. Ouais, c'est ça. Mais t'as tout à fait raison. Donc, on s'en reparle après la pause. Je pense que j'aurais le profil pour être enquêteur. Ben oui, toi. J'ai pas les années d'études malheureusement. On en reparle après la pause. Vous écoutez Radio X-Files et on va aller dans les
les détails du médecin légiste et aussi le fameux téléphone de Miranda Barbour. Radio X-Files. Radio X. Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures afin de diminuer l'attente dans les points de service de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous devez faire prendre votre photo pour le renouvellement de votre permis de conduire qui expire entre le 9 mars et le 1er juin. Vous disposez de 90 jours supplémentaires pour le faire. Pour en savoir plus, visitez saaq.gouv.qc.ca et assurez-vous de planifier votre rendez-vous. Un message du gouvernement du Québec. Tu es propriétaire de maison. Tu veux économiser jusqu'à 1 000 $ par mois sur les paiements de tes dettes. Ce message s'adresse à toi. Pour un prêt hypothécaire, des cartes de crédit à taux élevé ou des prêts personnels qui te coûtent beaucoup trop cher, GMOT Cabinet en courtage hypothécaire peut t'aider en consolidant tes dettes en un seul paiement, ce qui va te faire économiser jusqu'à 1 000 $ par mois. Contacte-nous pour que l'on puisse magasiner pour toi des taux hypothécaires très compétitifs et ce, partout au Québec. GMOT.ca 418-655-3686. Économie, sécurité, n'attendez plus. Le Honda CR-V 2023 entièrement redessiné est maintenant offert en version hybride. C'est une bonne option. Mais le contrôle exceptionnel, le plaisir de conduite, c'est pas vraiment une option. Cette série, venez l'essayer chez votre concessionnaire Honda. Vous verrez que le nouveau CR-V est meilleur que jamais. Montre à tout le monde que ta bougie fait des étincelles. Et deviens aviseur mécanique ou conseiller en pneus dans l'une des succursales de Desharnais Pneus et Mécanique. On va te faire une offre juste parfaite, parce que travailler chez Desharnais, c'est juste parfait. Montre à tout le monde que tu fais le poids. Et deviens technicien de service routier poids lourd chez Desharnais Centre du Camion. On va te faire une offre juste parfaite, parce que travailler chez Desharnais, c'est juste parfait. Savais-tu que les vêtements Hugo Strong avaient maintenant une nouvelle adresse? Pour vrai? Je connais leur boutique de Lévis, mais je savais pas pour le nouvel emplacement. Yes, monsieur. La boutique de Lévis a tellement eu de succès qu'Hugo Girard a décidé d'offrir sa collection de vêtements de travail et de plein air sur la rive nord de Québec. Oh yeah! Même plus besoin de traverser le pont. That's it, mon homme. Fait que maintenant, tu peux trouver les vêtements Hugo Strong au 2840 boulevard Guillaume Couture à Lévis et chez Entrepôt GL au 5700 boulevard des Gradins. HugoStrong.com. Il manque encore la feuille de temps de Maxime. Jonathan t'a écrit 40 heures alors qu'il y avait un férié. Vous passez trop de temps à comptabiliser les heures sur des bouts de papier. Utilisez Mobile Punch et dites adieu au problème de feuille de temps. MobilePunch.com. Déjà plus de 35 000 utilisateurs. Salut, c'est Steph. Faut que je vous le dise, je suis en amour. Je suis totalement tombé sous le charme de mon Jeep Wrangler. Il est beau, il est fort. Il me fait penser à moi. On en a plusieurs en inventaire pour livraison immédiate. Par exemple, le Wrangler Sport 2 portes en location 24 mois est à 83 $ par semaine avec un comptant de 1 995 $. Si tu veux les meilleurs, perds pas ton temps ailleurs. Va-t'en direct chez Lévis Chrysler. Offrez-vous une expérience gustative inoubliable au Bistrot B. Un moment branché dans une atmosphère chaleureuse et une cuisine raffinée faite de produits frais. Découvrez notre cuisine ouverte qui vous donne accès aux coulisses des chefs les plus créatifs à Québec. Le Bistrot B, 1144 Avenue Cartier. En abolissant les saveurs dans le vapotage, le Québec ne sera pas gagnant. Au contraire, le Québec risque de perdre plus de 400 entreprises. Plus de 2200 Québécois risquent de perdre leur emploi et malheureusement, des dizaines de milliers de Québécois risquent de perdre un moyen efficace et reconnu par Santé Canada pour arrêter de fumer. Monsieur Dubé, il est grand temps de s'asseoir et de trouver une solution gagnante pour le vapotage. Un message de l'Alliance des boutiques de vapotage du Québec. Les produits de vapotage libèrent des substances qui peuvent être nocives pour la santé. Ce message est une mise en garde de Santé Canada. Ça fait longtemps que vous pensiez à vendre votre bloc, mais c'est compliqué avec les taux d'intérêt élevés, la paperasse, les courtiers, la lenteur du processus. Immeuble CS. Avec nous, ça niaise pas. On achète votre bloc, maison, terrain, même votre propriété qui est en train de tomber. Pas de banque, pas d'agent, pas de commission. On évalue et on vous fait une offre en 24 heures. Notarié en 30 jours et l'argent est déposé direct dans votre compte. C'est tellement facile avec Immeuble CS. Immobilier en toute simplicité. ImmeublesCS.com. Les jours de sommeil sont ici chez Dormez-vous avec non pas un, mais bien 3 jours de prix fantastiques sur matelas, oreillers, literie et tellement plus. C'est un événement palpitant, exaltant, à couper le souffle qui vous aidera aussitôt à vous endormir. Ce vendredi, samedi et dimanche seulement, épargnez les taxes sur tout en magasin et en ligne. Plus d'informations au dormez-vous.com. Dormez bien, portez-vous bien, dormez-vous. Avec des taux aussi
aussi bas que 3,99 %. C'est le temps de réserver votre toute nouvelle Kia chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Réservez votre tout nouveau Kia Sportage 2023, disponible en version hybride et hybride rechargeable. Propriétaire d'une Kia, obtenez une réduction de taux de 1 % grâce au boni fidélité Kia. Optez pour notre VUS compact, le Kia Seltos 2023 avec traction intégrale, qui est offert au financement à partir de 3,99 %. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Déroule pour gagner, le jeu préféré des gens d'ici est de retour chez Tim Hortons. Il y a des millions de prix à gagner, comme un tout nouveau Volkswagen Taos 2023. Déroulez sur l'appli Tim pour courir la chance de gagner dès aujourd'hui. Aucun achat requis au Canada seulement, un règlement s'applique. Consultez l'appli pour tous les détails. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. Long intermède, mais nécessaire. On reprend où on était. Alors, des aveux de la police du côté de notre tueuse en série de ce soir, Christian. Oui. C'était de la légitime défense. J'ai, eu à avoir des services d'escorte, mais la personne voulait aller plus loin. Pac, on poignarde à 20 reprises. Mais il y a des détails qu'on a laissé tomber. Tu as raison. Hein. Pourquoi elle est revenue le même jour? Parce que les policiers lui ont dit qu'ils auraient accès aux données de son téléphone, qu'elles veulent ou non, ils iraient chercher un mandat. Et ils lui ont fait à croire il pourrait déterminer à quel endroit son téléphone avait borné. Hein? Parce que si son téléphone était ouvert, évidemment, il a borné. Mais c'est pas aussi précis au point de dire t'étais dans telle rue à telle heure, tu comprends? Donc, et eux lui font à croire que si son téléphone a borné au coin de la ruelle où le corps a été trouvé ou dans le périmètre d'où le corps a été trouvé, où elle dit ne pas s'être présentée ce soir-là, parce qu'elle dit j'ai passé ma soirée au bar de danseuse avec mon mari, mais c'est vrai qu'au bar de danseuse, personne ne peut dire à quelle heure exactement ils sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés, est-ce qu'il était 22h? Est-ce qu'ils sont arrivés à 22h30, à 23h, 23h30? Donc, les policiers lui ont fait savoir qu'ils pourraient déterminer à quelle heure son téléphone avait borné dans le secteur où le corps a été trouvé, puis ils pourraient déterminer si oui ou non elle était responsable. Donc, visiblement, se sentant coincée, c'est la raison pour laquelle elle décide donc de revenir. Il faut bien admettre qu'elle a été impliquée dans le crime. Elle sent la soupe chaude. Elle s'est elle-même peinturée dans le coin, comme on dit. Donc, elle raconte, mais dans l'information qu'elle livre aux policiers, elle omet un détail qui a été supporté par le rapport du médecin légiste. Le légiste a dit, oui, c'est vrai que l'individu a été poignardé à une vingtaine de reprises. Au moins 5 de ses coups étaient mortels. L'homme est probablement pas mort sur le coup. D'ailleurs, on va apprendre, lorsqu'ils vont témoigner au tribunal, ils vont dire, lorsqu'on a laissé le corps dans la ruelle en question, il respirait encore. Mais c'est vrai que l'individu était agonisant et plusieurs des coups portés étaient des coups mortels. Donc, elle dit, les policiers, le médecin légiste a fait également savoir qu'on avait trouvé autour du cou de la victime une marque qui est une sorte de rayure qui est tout le long du cou et qui montre que également on a essayé de l'étrangler, que Monsieur Le Ferreira a été à un moment donné, quelqu'un lui a entouré le cou avec une corde ou quelque chose comme ça. Et ça ne fait pas partie des aveux que livre Miranda à ce moment-là. Donc les policiers la placent en détention en lui disant on va te garder sous surveillance en attendant un surplus d'enquête, mais on lui laisse miroiter qu'elle va peut-être être simplement accusée de légitime défense. Donc, elle est plutôt confiante, on la met derrière les barreaux et on va interroger son copain. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, Elliot Barber, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Hein. Donc, on l'amène au poste, on commence à le questionner, et là, au début, il nie bien sûr être lié à ce crime-là. Les policiers lui demandent s'il est au courant que ce soir-là, sa compagne, son épouse, aurait pris sa voiture pour aller rencontrer un homme. Il dit être au courant que sa compagne fait des services d'escorte, mais lui ne voit rien de mal là-dedans, dans la mesure où ces services n'impliquent pas
pas de relations sexuelles. Fait que lui, il voit en Miranda une forme de psychologue, pour maris qui sont un peu fatigués, là, tu sais, là, bon, qui ont des choses à se reprocher. Fait que, mais les policiers, évidemment, n'en croient pas un mot, et là, on commence à le cuisiner, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, et finalement, Monsieur Barber avoue avoir participé au crime. Et là, il dit, ben, effectivement, j'y étais, j'ai participé au crime. Et là, l'histoire qu'il raconte, elle est assez surprenante, hein. Il dit qu'ils avaient décidé, hein, comme ils étaient... On en a souvent parlé quand on parle d'occultisme et on parle de satanisme. On se fait une espèce de vision d'un satanisme de salon, hein. Et puis ce satanisme-là n'a rien à voir avec... on s'imagine que les satanistes, c'est comme dans le bébé de Rosemary, tout ça. Mais malheureusement, les satanistes, bien souvent, c'est des écervelés qui écoutent de la musique des AC/DC puis qui fument du pot. C'est plutôt ça, la réalité. Et c'est exactement dans ce cadre-là qu'on se retrouve. On a donc ce couple tout à fait dysfonctionnel. Elle qui prétend avoir été pendant de longues années sous le joug d'une société ou d'un groupe satanique. Et faisons un récapitulatif pour les auditeurs. On parle d'un background de schizophrénie aussi. Oui, hein? oui, absolument. Et donc, elle a raconté à ses parents, elle a raconté aux thérapeutes qui l'ont suivi dans son adolescence, qu'elle avait côtoyé un groupe de satanistes en Alaska, qu'il l'avait utilisé pour faire de la prostitution juvénile, tout le reste. Bref, c'est un peu le tableau qu'on retrouve dans la fiction satanique, hein. On en a déjà parlé. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées autour du FBI et souvent on aime bien diaboliser les satanistes et les fondamentalistes religieux, lorsqu'ils veulent diaboliser les satanistes, ils nous disent, ben, ils s'en prennent aux enfants pour financer leurs abjects projets. Or, les enquêtes qui ont été menées par le FBI, on en a déjà parlé ensemble, si tu veux financer tes projets, ben, tu vas faire de la pornographie adulte. Parce que il y a beaucoup plus d'argent à faire avec de la pornographie adulte qu'avec de la pornographie infantile. Tu t'adresses à un public beaucoup moins ciblé et ensuite de ça, c'est pas illégal. Il faudrait être un idiot. Tu sais, faudrait être un idiot. Tu dis, si tu fais de la pornographie infantile, c'est illégal, tu risques de te faire arrêter puis tu vas faire 100$ par mois. Mais si tu fais de la pornographie vraie avec des adultes, de consentants, ben, tu vas aller chercher 50 000 $ par mois puis tu risques pas de te faire arrêter. Ben, tu sais, un cave, là, tu sais, qu'est-ce que tu vas choisir, tu sais. Mais c'est vrai que quand on dit, ces gens-là commettent des crimes sur des enfants, il y a toujours une espèce de vision où on diabolise davantage l'ennemi. Et on voit que le discours que tient Miranda est un discours qui est un discours populaire, qu'on retrouve dans les médias, qu'on retrouve dans les magazines un peu de fiction, mais qui ne collent pas vraiment à la réalité. Mais néanmoins, elle dit avoir été manipulée par ce groupe satanique en Alaska pendant des années. Elle a initié son amoureux, qui est devenu son mari, à cette culture du satanisme. Et là, donc, ensemble, ce que raconte son mari, c'est que ce soir-là, ils avaient décidé de commettre un crime ensemble, un meurtre ensemble, pour un peu unir leurs âmes, hein, dans l'au-delà et dans l'enfer. Ils vont unir leurs âmes en commettant ce crime, et ils ont choisi ce crime, le commettre ce soir-là, parce que ça correspondait d'une part à la 3e semaine de leur anniversaire de mariage. Ça correspondait également pour lui à son 22e anniversaire. Et là, il ajoute quelque chose qui laisse les policiers pantois. Il dit, de temps en temps, Miranda est possédée par un démon. Puis il dit, quand elle est possédée par un démon, on ne peut plus l'arrêter, on ne peut plus la contrôler. Et elle devient, et là j'utilise l'expression qu'il a utilisée, il dit, elle devient Super Miranda. Ça, c'est le nom qu'il lui donne. Il dit, il y a la Miranda ordinaire, puis il y a la Super Miranda, qui est la Miranda qui est habitée par cet esprit malveillant. Et écoute, j'ai vu aussi la bande vidéo, puis là, tu vois, même le policier, quand il regarde ça, il dit, tu crois-tu vraiment à ça? Puis l'autre, il dit, oui, j'y crois absolument, il n'y a aucun doute. Donc, fait que là, donc, alors, ce soir-là, Miranda était dans son état de Super Miranda. Ils ont donc décidé de commettre ce crime pour unir leurs âmes. Et là, ils racontent un peu tout le développement du programme. Ils ont donc, quelques jours plus tôt, comme il avait déjà décidé que ça devait se passer le soir du 11 novembre,
novembre. Ils ont passé une annonce sur Craigslist, qui est ce fameux site de rencontre. Non, c'est au moment où ils ont voulu attirer leur victime. Okay. Donc, il dit, voilà, on a passé une annonce sur Craigslist. Celui qui a répondu à cette annonce, c'était Troy LeFerrera. On lui a donné rendez-vous donc le 11 novembre au soir dans le stationnement chez le Denny's. Il dit, Miranda est arrivée là, c'est elle qui conduisait. Moi, j'étais sur la banquette arrière, dissimulé sous une couverture. Troy LeFerrera est sorti de sa voiture, il est monté dans le SUV, et au moment où on a commencé à circuler, on s'était entendu pour un mot de passe, et le mot code était « Est-ce que tu as vu les étoiles ce soir? » Ça, c'était le mot de code, et à ce moment-là, il dit « Moi, je devais intervenir. » Mais comme Troy LeFerrera parlait, ben Miranda n'arrivait pas à placer sa phrase, tu comprends? Tu essaies de trouver. Fait que on a roulé un petit bout de temps, puis là, il dit, moi, j'étais en dessous de ma couverture, puis j'attendais, et là, finalement, Miranda a pu lancer cette phrase, « Hey, as-tu vu les étoiles ce soir? » Puis lui, il était vraiment là pour une thérapie, là. C'est ça que j'ai foi d'empathie pour la victime. Et là, à ce moment-là, Barber, d'accord, Elliot Barber, dit, voilà, là, je suis sorti, puis il dit, j'avais un fil électrique d'un téléviseur, tu sais, le fil de branchement d'un téléviseur. Ouais. Je l'ai passé autour du cou de la victime, qui est assis à l'avant, siège passager. Et là, il dit, j'ai serré, mais il dit, c'est pas aussi facile qu'on imagine, et d'autant plus que, comme je l'ai mentionné, Troy LeFerrera était un individu qui avait un solide gabarit. Donc, à ce moment-là, il se défend, il essaie de bouger. Lui serre de toutes ses forces. Il va raconter durant le procès qu'il devait appuyer ses pieds derrière le fauteuil et tirer de toutes ses forces pour maintenir cette corde autour du cou de Troy LeFerrera. Et à ce moment-là, Miranda, comme paniquée, a pris le poignard et c'est là qu'elle l'aurait poignardé à 20 reprises. Même à un moment donné, détail un peu sordide, il disait à un moment donné, alors qu'on roulait en voiture, la victime a réussi à ouvrir la portière, puis là, il y avait comme une jambe en dehors du véhicule. Fait il dit, j'ai dû fermer à plusieurs reprises la porte sur sa jambe pour qu'il se décide à rentrer sa jambe dans l'habitacle. Il dit, on a refermé la porte, barré la porte, puis on a achevé la job, tu sais. Et là, il dit, une fois que la victime était encore agonisante, elle était pas morte, il dit, on l'a amenée dans la fameuse ruelle, on a ouvert la portière, on a jeté le corps en bas, et merci, bonsoir, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça correspond assez bien à peu près le scénario que les policiers avaient envisagé et à leur avis, la version que donne Elliot Barber est probablement la façon dont ça s'est produit. Donc, les deux amoureux sont écroués. Ils font face à ce moment-là à des accusations de meurtre au premier degré et il y a même une charge de torture qui est ajoutée. Et s'ils sont reconnus coupables, il faut savoir que dans l'État de la Pennsylvanie, ils risquent la peine de mort. Okay. Et à ce moment-là, va arriver un autre coup de théâtre, ce qui fait que pourquoi Miranda Barber est bien connue aujourd'hui. Elle est derrière des barreaux à peu près depuis 2 mois à ce moment-là, et elle va demander de rencontrer un journaliste local qui a écrit plein d'articles sur son histoire à elle et sur celle de son chum. Donc, le journaliste en question se rend au pénitencier, il s'assoit avec elle, et c'est là qu'elle va lui livrer l'information en lui disant « J'en étais pas à mon coup d'essai. C'est vrai qu'elle reconnaît qu'elle a tué Troy LeFerrera, mais elle dit en même temps qu'elle a tué plein... Et là, le journaliste lui demande « Mais combien? » Elle dit « Je le sais pas, mais beaucoup. » Et elle dit « J'ai arrêté de compter lorsque je suis arrivé au numéro 22. » Et là, elle raconte une histoire assez sordide. Lors d'espèces de randonnées mortelles, elle aurait tué entre 20 et 100 personnes. C'est ce qu'elle raconte, là, entre 20 et 100 personnes, dans plusieurs États, principalement dans l'État de l'Alaska, où elle a vécu son adolescence, mais aussi elle dit en avoir tué au Texas, en avoir tué en Floride, d'en avoir tué également en Californie. Et elle dit que la plupart du temps, les corps étaient démembrés et les morceaux de cadavres étaient jetés par-ci, par-là pour être certain de ne pas retrouver les corps. J'imagine qu'en Alaska, il y a pas mal de grizzlies puis de bêtes sauvages qui ont fait la job, là. Et les policiers, donc, elle raconte ça et elle raconte qu'elle a été initiée à ces crimes d'abord par cette fameuse secte satanique à laquelle elle a participé. Elle dit que son premier meurtre, elle l'a commis à l'âge de 12 ans. Elle dit que
Forrest, le dirigeant du groupe satanique auquel elle appartenait, elle dit à un moment donné, il m'a amené un soir dans un endroit de la ville. On est à North Pole, le nom de la ville. Elle dit, il m'a amené dans une ruelle. On devait rencontrer un individu qui devait de l'argent à la communauté satanique. Et à un moment donné, il est arrivé, elle dit, Forrest m'a mis une arme entre les mains et il m'a forcé à appuyer sur la détente. Et là, elle a assassiné l'individu. Elle dit, on a pris son corps, on l'a démembré, on s'en est débarrassé. Et après ça, elle dit que dans les années qui ont suivi, toujours au sein de cette communauté satanique, ils ont fait plusieurs voyages. On serait allé en Californie, serait allé au Texas. À un moment donné, elle a retrouvé des membres du groupe satanique alors qu'elle visitait son père au Texas. Ils auraient commis tous ces crimes. Et donc, le nombre est tout à fait hallucinant. Elle dit entre 20 et 100 personnes. Or, dans la littérature des tueuses en série, on n'a pas un nombre aussi faramineux que ça. Là. Donc, toute la presse s'empare de cette histoire-là en disant, ben voilà, on est peut-être devant la pire tueuse en série de toute l'histoire. Mais, comme le dit l'expression, il y a un os dans le fromage. Et là, c'est que lorsqu'elle raconte cette histoire-là, d'abord, les parents n'y croient pas du tout. Les parents disent, ben c'est pas possible, parce qu'à partir de l'âge de 14 ans, après qu'elle ait fait ses fameux séjours en centre de désintoxication, les parents disent, elle était surveillée pratiquement 24 heures sur 24, on surveillait toutes ses allées et venues, ses échanges sur les ordinateurs étaient surveillés, et elle avait un couvre-feu. Donc on voit mal comment elle aurait pu participer à ce elle appelle des randonnées meurtrières pendant plusieurs jours sur les routes pour aller commettre des assassinats. Donc, on a beaucoup de difficultés. Et à un moment donné, elle dit, pour justifier qu'elle a commis ces crimes, elle dit à la police d'État de la Pennsylvanie, mais également aux policiers du FBI, qui s'intéressent évidemment quand quelqu'un dit « j'ai tué plus de 100 personnes », mais on veut le savoir. Donc, le FBI s'intéresse à son récit, mais elle n'arrive pas à donner d'éléments précis, à cibler exactement des victimes. Et peu à peu, cette histoire-là, il va y avoir le procès, et durant le procès, elle va changer son histoire encore une fois. Les médecins vont venir témoigner, disant qu'elle souffre visiblement de schizophrénie, et on va faire venir également un des médecins qui a été en centre d'accueil lorsqu'elle a été adolescente, lorsqu'elle a été placée sous la juridiction des services sociaux de l'Alaska pour la désintoxication et ses troubles de comportement. Un des médecins va dire non seulement elle est schizophrène, mais elle est également une parfaite manipulatrice et c'est également une mythomane hyper narcissique. Donc, peu à peu, comme elle est incapable de fournir d'informations, l'opinion du FBI, on ne le saura jamais. Parce que, à un moment donné, elle dit oui, c'est vrai, puis à d'autres moments donnés, elle dit non, c'est pas vrai, donc elle change son histoire. Mais le FBI, pour l'opinion, on va du côté du FBI et l'opinion des services de police, c'est que Miranda Barber, n'est pas la pire tueuse en série de l'histoire. Elle a voulu le faire croire. Parce qu'elle n'a jamais fourni d'informations qui a permis de déterminer si d'autres corps ou que d'autres crimes avaient pu être commis. Et qui plus est, on sait aujourd'hui que ce genre de crime, dans l'idée de secte satanique, relève davantage du fantasme que de la réalité. Ce qui descend, en fait, son body count à un seul. Un seul. Pour le meurtre de la Ferrera, il n'y a aucun doute. Et là, comme je sais que le temps file, je vais simplement te dire que finalement, le couple qui risquait la peine de mort ont décidé de négocier au tribunal. Ils ont plaidé coupable avec des accusations de meurtre au second degré pour la mort de Troy Ferrera. Et tous deux ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à savoir, est-ce que et je l'ai mentionné, Miranda Barber est revenue sur ses affirmations disant non, j'ai pas tué d'autres personnes. Mais encore une fois, il y a un débat. Est-ce qu'elle a dit, elle s'est rétractée parce qu'elle avait peur qu'on l'accuse d'autres crimes devant le tribunal? Ça reste un peu ouvert. Mais bon, la plupart des autorités policières et celles du FBI croient que Miranda Barber a inventé cette histoire-là pour faire d'elle la plus célèbre tueuse en série des États-Unis. Qui a la palme d'or? Est-ce que c'est Karla Homolka? Est-ce qu'il y en a d'autres à part elle qui pourraient prendre la première position? Est-ce qu'on a une documentation là-dessus?
Ben, je pense que, tu sais, parce que dans le cas des femmes, c'est différent. Tu sais, il y a une femme, par exemple, Bella Kiss, qui est une empoisonneuse, et on le suspecte d'avoir tué peut-être une trentaine de personnes qu'elle aurait empoisonnées, incluant ses enfants. Tu sais. Ouf, donc, okay. Ben, j'aimerais ça qu'on en parle. C'est lourd, mais j'aimerais ça qu'on en parle à un moment donné. On en parlera. Je te fais plein de demandes spéciales. C'est peut-être un peu parmi les scores. Là. Bella Kiss, quand on parle des femmes tueuses, Bella Kiss vient vite en premier. Okay. Évidemment, il y a Helen Warnos, qu'on parle souvent aussi, dont on a fait un film, qui tuait des hommes parce qu'elle avait été agressée, puis c'était une espèce comme de vengeance. Okay. Mais son score à Helen Warnos, on parle de 7 ou 8 victimes à peu près, alors que dans le cas des empoisonneuses à la Bella Kiss, ben là, on parle de plusieurs dizaines de victimes. On en reparlera. Je sais que le temps file, mais voilà, au moins on a couvert notre histoire de ce soir. C'était le cas de Miranda Barber. Peut-être. C'est la plus grande tueuse en série de l'histoire des États-Unis, mais on va se garder un petit doute. Oui, c'est ça, parce que factuellement parlant, on a trouvé seulement un corps. Quand on trouvera d'autres os, si tel est le cas, on verra. Absolument. Et on verra ce qu'elle va peut-être vouloir, encore une fois, confesser derrière les barreaux. Mais merci, Christian. Ça a été encore une fois une super de belle semaine. Repose-toi bien en fin de semaine, les auditeurs également. Demain, ce sera les meilleurs moments de l'émission et on reprend ça lundi. Absolument. Bye Ciao. bye. Bye bye. Radio X-Files. Radio X. Pierre Couture. Monsieur Économie. Inflation. Les achats. Immobilier. Taux d'intérêt. Placement. Coût de la vie. Ça commence à crier. Suivez les chroniques de Pierre Couture à Radio X. Radio X. La chronique de Pierre Couture est présentée par Noréa Foyer Napper où vous payez votre poêle ou votre foyer en 2024. Pour un temps limité, détail chez Noréa Foyer Napper Sainte-Marie et sur Pierre-Bertrand. C'est l'heure Toyota chez Charlebourg Toyota. Commandez votre Tundra hybride off-road 2023 dès maintenant. Un modèle robuste et tenace. Magasinez-le en ligne ou passez-nous voir chez Charlebourg Toyota, Henri Bourassa. Offrez-vous une expérience gustative inoubliable au Bistrot B. Un moment branché dans une atmosphère chaleureuse et une cuisine raffinée faite de produits frais. Découvrez notre cuisine ouverte qui vous donne accès aux coulisses des chefs les plus créatifs à Québec. Le Bistrot B, 1144 Avenue Cartier. L'hiver n'a pas dit son dernier mot et les skieurs non plus. Et ça tombe bien, à l'accorder, notre solde de fin de saison bat son plein. Plus de 5 millions en inventaire à liquider. C'est le temps parfait pour s'équiper à petit prix. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les bottes, les manteaux d'hiver et les équipements de ski. Découvrez aussi nos nouvelles collections printanières Arc'teryx, Hoka et Patagonia. Passez nous voir à la Vie sportive par L'Accordé, à notre magasin sur Saint-Joseph dans Saint-Roch ou visitez-nous à l'accordé.com. L'Accordé, la plus grande sélection de ski de fond au Québec. Évitez les files d'attente et adoptez SACLIC, le nouveau portail de services en ligne de la Société de l'assurance automobile du Québec en vous créant un compte au service d'authentification gouvernementale. C'est plus simple que vous ne le pensez. Pour en savoir plus, consultez québec.ca/authentification gouvernementale ou appelez au 1-877-644-4545 afin d'obtenir de l'assistance pour la création de votre compte. Un message du gouvernement du Québec. Vous êtes à la recherche de céramique, plancher flottant ou vinyle clic au plus bas prix du marché? C'est maintenant ou jamais chez Céramique L'Entrepôt. Procurez-vous votre vinyle clic à partir de seulement 1,99 $ le pied carré. Et écoutez bien, la membrane est incluse. Aussi, plancher flottant à partir de 1,99 $ le pied carré et céramique à partir de 1,99 $ le pied carré. Et les planchers chauffants sont toujours à 30% de rabais. Grand choix, qualité et bas prix. Pour un temps limité seulement chez Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand. Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air chasse, pêche et camping et Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air revient au centre de foire Exposité du 16 au 19 mars pour une fin de semaine de passion. Trouvez les derniers équipements de chasse, de pêche, de bateau, de VR et plus encore. Des conférences passionnantes toute la fin de semaine avec des experts, dont moi, Patrick Campeau. De plus, courez la chance de gagner un bateau Prince Craft et d'autres super prix. Pour information et billets, salonpleinairquebec.ca. Les bières à l'érable sont arrivées chez Accommodation Chaloux. Préparez-vous pour le temps des sucres avec une foule de produits d'ici au meilleur prix. Pensez aussi à faire le plein de bières irlandaises en prévision de la Saint-Patrick. Accommodation Chaloux, Beauport, Saint-Émile et le Grand Marché. Suivez-nous sur Facebook. Saviez-vous que Mazda est la marque la plus récompensée de l'histoire de l'Association des journalistes automobiles du Canada? Eh oui!
Que l'on parle d'innovation, de performance, de sécurité, de qualité de fabrication ou de passion de conduire, les experts ont fait leur choix. Il ne vous reste plus qu'à faire le vôtre. En plus, vous profitez de la garantie Mazda, la seule garantie à kilométrage illimité au pays. Laissez-vous séduire par la marque la plus récompensée par la JAC et passez chez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com. Ici, on a la salle de bain complètement rénovée, la cuisine avec un grand îlot. J'adore! Et on passe au sous-sol. Ah ouais, une fournaise à l'huile... Ça marchera pas. Gâchez pas votre vente avec un système au mazout. Appelez Enviroconfort. Un système électrique, c'est plus écologique, plus confortable et pas mal plus économique. Obtenez des subventions jusqu'à 6 275 $. N'attendez plus. Appelez Enviroconfort. Enviroconfort.com. C'est l'événement Nouvelle saison, nouvelle collection Trévis. Achetez une piscine creusée, hors terre ou un spa à super prix de lancement. Et Trévis vous permettra de bonifier votre expérience en vous offrant l'un de ses items présélectionnés à prix dérisoire. Par exemple, à l'achat d'une piscine creusée, obtenez l'ensemble de salon Barcelone 2023 d'une valeur de 1 200 $ pour seulement 299 $. C'est l'événement Nouvelle saison, nouvelle collection, maintenant chez Trévis. Avec des taux aussi bas que 3,99 %, c'est le temps de réserver votre toute nouvelle Kia chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Réservez votre tout nouveau Kia Sportage 2023, disponible en version hybride et hybride rechargeable. Propriétaire d'une Kia, obtenez une réduction de taux de 1 % grâce au boni fidélité Kia. Optez pour notre VUS compact, le Kia Seltos 2023 avec traction intégrale, qui est offert au financement à partir de 3,99 %. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le Spacecast. Présenté par Bro Déménagement. Vous déménagez? Profitez d'un service de déménagement professionnel à prix abordable. Des déménageurs minutieux et un service simple et efficace. Brodéménagement.com. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau violonneux. Working with simulator. Le Spacecast. Preserve, protect and defend. Devant les anges et devant les hommes. Avec GF, Rich Blais et Camille. Et le principe, c'est d'essayer de ressentir une boule d'énergie entre nos mains. Je pense pas, mais on est prêt à le faire si c'est nécessaire.